Una mattina sono alzato, bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invaso. Partigiano, partigiano, dammi via, bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio, partigiano, bella ciao, 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 ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. J'ai été assez bavard. Guillaume, à toi pour 45 minutes à 1 heure, avec une voix qui porte plus fort que la mienne. Je vais essayer de tenir le temps et il faut m'arrêter si je ne le fais pas. Alors d'abord, merci de votre invitation pour ceux qui étaient les puissances invitantes et merci de votre présence pour vous qui êtes venus. Commencer tout de suite par dire que la question qu'on m'a demandé de traiter, l'utilité du Parti communiste français aujourd'hui, est une question forcément qui se pose, qui doit se poser pour nous et qui ne relève pas de l'évidence. Elle ne relève pas de l'évidence parce que pour au moins, on va dire, au moins 3 raisons que beaucoup de nos contemporains se posent. La première raison, la plus évidente à mon avis, quand on regarde le paysage politique tel qu'il est sorti au moins de l'élection présidentielle, c'est pourquoi le Parti communiste, puisqu'il y a la France insoumise et que somme toute, Jean-Luc Mélenchon a été votre candidat aussi, donc 2 forces qui portent des projets qui sont peut-être les mêmes et qui ont donc après tout, pourquoi un parti communiste puisqu'il y a France Insoumise? Cette question, évidemment, si vous êtes là, vous avez une réponse et un avis sur le sujet, mais néanmoins, d'autres peut-être qui ne sont pas là ont peut-être aussi une autre réponse sur le sujet. Donc c'est quand même une question à laquelle il faut réfléchir, sans agressivité ni inquiétude particulière, mais néanmoins, ça fait partie des questions qui se posent, forcément dans la tête de ceux qui nous côtoient, plus ou moins. Deuxième question plus classique, mais qui est une question qui se pose encore, même si elle se pose depuis plus longtemps. Pourquoi un parti communiste français? Puisque Staline, puisque tout ça. Bon, mais ça fait quand même partie du paysage, ne l'oublions pas. Et pour l'instant, on a de la chance d'avoir un centenaire 1917 qui se passe pas trop mal. Bon, vous avez vu les couvertures de magazines, là il y en a eu un pas très longtemps. Alors le contenu est affreux, mais c'est pas grave parce que personne ne la lit. Mais néanmoins, vous avez des unes avec, je crois que c'est Historia Polka, quelque chose comme ça, où vous avez de joyeux révolutionnaires armés qui vous sourient. C'est le centenaire de 1917. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal. Mais on aura bien un jour Staline qui va ressortir quelque part pour quand même rappeler que la révolution, ce n'est pas bien. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même ce spectre de Staline qui est forcément est là avec nous dès qu'on parle de pourquoi un parti communiste. Et puis troisième raison, c'est que là, vous avez vu qu'un film est sorti. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller le voir, c'est le jeune Karl Marx. Eh bien, c'est que le jeune Karl Marx, donc vous savez qu'il est né en 1818, l'année prochaine ce sera le centenaire, le bicentenaire, pardon. Et donc le jeune Karl Marx, le film se passe quand il a une petite trentaine d'années, autour de la trentaine. Bon. Mais comme vous le savez, et comme la plupart de nos contemporains le savent, le temps du jeune Karl Marx est un temps révolu, puisqu'il y a eu le vieux Karl Marx, et même Karl Marx est mort depuis maintenant plus d'1 siècle. Et donc évidemment, une des questions qui se pose pour nous, donc pourquoi un parti communiste, c'est le parti communiste, pourquoi pas, peut-être à l'époque de Karl Marx, mais le monde a tellement changé aujourd'hui que, après tout, est-ce qu'il peut encore y avoir une utilité pour le parti communiste? Alors évidemment, ce sont des questions qui pour nous relèvent un peu de l'évidence, mais sont néanmoins des questions qu'il faut regarder avec, à mon avis, sérieux, parce que ce sont des questions qui existent de manière forte dans la société autour de nous. Au moins ces 3-là. 2 plus anciens, le monde a changé, Staline, et une plus récente, mais qui existe, qu'il faut regarder tranquillement, mais qui existe, qui est la France insoumise, après tout, qui semble être aujourd'hui là où ça se passe. Donc pourquoi s'engager dans une force très proche, qui semble avoir un dynamisme qui est moindre que la France insoumise, alors que c'est là que ça semble se passer. Alors, je voudrais répondre en 3 temps et demi, on va dire. Je voudrais commencer par le premier, autour du C de Parti communiste, c'est-à-dire autour du communisme. Pourquoi un parti communiste? Mais d'abord, je pense, parce que le communisme, le projet communiste, est aujourd'hui, me semble-t-il, d'une pertinence
très forte et, comment dire, plus forte à mon sens qu'il l'a rarement été. Je suis toujours prudent quand je fais de l'histoire à dire qu'il l'a jamais été parce qu'on trouve toujours parfois des moments, mais quand même, j'ai l'impression que le projet communiste aujourd'hui, je serais tenté de dire qu'il est quand même plus pertinent aujourd'hui qu'il l'a jamais été. Pourquoi? Pour 3 raisons au moins. La première, c'est parce que, évidemment, si le communisme porte en lui-même une visée d'abondance, de réponse aux besoins, évidemment, c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible de vivre dans cet univers-là. L'humanité n'est pas toujours capable de répondre aux grands défis, aux grandes questions qui se posent devant elle. Aujourd'hui, évidemment, si on regarde les grandes questions, les questions que dans la France, 6e puissance mondiale, on n'est pas non plus en capacité de répondre, des questions comme le logement, les questions comme la santé, comme l'éducation, ces grandes questions-là, aujourd'hui, on sait qu'on est en capacité d'y répondre. On est en capacité d'y répondre parce qu'on a les êtres humains compétents qui savent répondre à ça, on a les maçons, on a les ingénieurs, on a les gens qui savent faire du logement, on a les architectes, puisque j'en vois, il faut faire attention à ce que je dis, donc on a les architectes aussi qui sont là pour construire ces logements, on a ces savoirs, ces compétences, on a les ressources qui sont là également pour le construire. Donc on sait faire, on peut faire. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où vous n'avez pas les compétences techniques ou les savoirs ou les savoir-faire. Donc aujourd'hui, si je prends cette question du logement, tout est réuni, si je peux dire, pour qu'il n'y ait plus une seule personne en France et à vrai dire au-delà qui soit confrontée à des problèmes de logement. Pourtant, vous le savez bien, la loi du capitalisme, la loi du capital, la loi qui cherche donc en permanence l'augmentation du taux de profit et qui ne cherche que cela, eh bien elle dit non, on ne répondra pas à cela parce que ce n'est pas en répondant à ces besoins humains que moi je vais augmenter mon taux de profit. Et donc ici il y a une contradiction très forte dans la période qu'on vit entre des capacités de l'humanité qui sont à un niveau inouï, d'une part, et de l'autre, des logiques capitalistes qui viennent freiner, qui viennent empêcher la réalisation de ces capacités. Donc de ce point de vue, il me semble vraiment que la perspective communiste, elle a une actualité, elle a une possibilité, comme évidemment elle n'en avait pas, pour le dire le plus nettement, elle n'avait pas ces possibilités aussi nettes en 1917, pour dire les choses clairement, et a fortiori en Russie, si vous voulez. Ce qui était possible du point de vue des êtres humains qui étaient là, des compétences, des savoirs qu'avaient ces êtres humains, des ressources qu'ils avaient, était évidemment bien moindre en Russie en 1917 qu'en France, par exemple, un siècle plus tard. Donc les possibilités de communisme sont évidemment beaucoup plus grandes. Donc ça me paraît important à noter. Deuxième aspect, sur la perspective communiste, c'est la folie de la perspective capitaliste, quand même. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit, là vous avez vu un petit peu, si je prends le cas de la France, évidemment nous avons connu des attentats dans de nombreuses périodes de notre histoire, mais quand même, si on regarde depuis Charlie Hebdo et qu'on regarde la suite des attentats, vous voyez qu'on est en train progressivement de s'habituer, si vous voulez, aux actions terroristes qui se déroulent en France. Donc, ça veut dire quand même quelque chose sur l'état du monde et l'état même de notre pays, ce qui est en train de se passer, le chemin dans lequel on est en train de s'installer. Je prends cet exemple-là parce qu'il est assez parlant, il y en aurait d'autres évidemment. Ça veut dire que le chemin qu'on est en train de prendre est un chemin complètement déraisonnable. On pourrait parler, en l'occurrence ici, du terrorisme, on pourrait parler aussi des chemins de guerre. Regardons par exemple ce qu'on a vu récemment du point de vue de la Corée, du point de vue des tensions qu'il y avait avec les États-Unis. Donc concrètement, laisser les manettes à quelques êtres humains qui ne cherchent, eux, que leur profit le plus étroit, est une folie. On pourrait prendre aussi, et on a raison de le prendre nous, communistes, et depuis longtemps, puisque vous savez que nous avons créé une commission dédiée à ces questions écologiques, avant même la création du Parti des Verts. Donc, je suis très à l'aise comme communiste pour parler des questions environnementales. Évidemment, si on prend la question écologique, par exemple, il est évident que si on laisse le monde dans les mains de quelques capitalistes qui ne cherchent qu'à augmenter leur taux de profit, on voit bien qu'on va vers le pillage, le saccage et la destruction, y compris de notre univers d'habitat, notre univers de vie, qui est l'environnement global. Donc aujourd'hui, non seulement le communisme est une perspective possible, mais on voit bien qu'il est une perspective urgente en réalité, parce que, pour le dire comme ça, je ne suis pas certain, en tout cas je ne mettrai pas ma main à couper, que l'humanité, aujourd'hui, en ce début du XXIe siècle, ait les moyens de supporter encore un siècle de capitalisme. Quand on voit les logiques épouvantables de destruction des êtres humains, de destruction de la planète, je vous le dis comme cela, je ne sais pas si nous avons les moyens de supporter encore un siècle de capitalisme. Donc, communisme comme une perspective possible, communisme à mes yeux comme une perspective urgente.
Troisième aspect, il faut les regarder eux-mêmes. Il faut les regarder eux-mêmes. Alors regardons ce qui pousse de neuf et de fort dans le capitalisme. Regardons du côté de ce capitalisme qui est très dynamique au point que vous avez vu. Il y a des chances qui prennent la main. Parce que là, vous savez que Gattaz, fils, la Pierre Gattaz, devrait bientôt passer la main. Donc les contradictions légères ou parfois fortes qu'il y a entre les capitalistes amènent à des petites rivalités pour savoir qui le remplacera. Et donc, évidemment, toutes les entreprises numériques sont en train d'essayer de prendre la main sur le MEDEF. C'est évidemment un secteur très dynamique dans le capitalisme contemporain. Et alors, qu'est-ce qui se regarde, qu'est-ce qui se pense, qu'est-ce qui se réfléchit, notamment dans ce capitalisme numérique? Numérique, pensez, je ne sais pas, à Google, des choses comme ça, les grandes structures d'Internet, etc. Et de l'informatique. Bon. Si je prends Google, par exemple, depuis quelques années, depuis très longtemps en réalité, puisque dès leur fondation, mais là ils l'ont théorisé dans la dernière période, ils ont mis au point une nouvelle structure de management. Alors, cette structure-là, alors bien sûr, on est d'accord, hein, moi je ne suis pas salarié, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violon là-dedans, mais quand même, je pense qu'il n'y a pas que du violon. Qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient que le système traditionnel capitaliste est en difficulté. Je vais m'expliquer. Le système traditionnel capitaliste contre lequel nous luttons, nous en tout cas les communistes, c'est que le propriétaire est celui qui décide. Il y a un proverbe mexicain que vous connaissez peut-être, celui qui paye l'orchestre décide de la musique. Bon, voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Bon, ben voilà, c'est ça la logique capitaliste. Normalement, il y a un ouvrier qui est là, peut-être qu'il a des idées, peut-être qu'il saurait mieux faire tourner l'entreprise ou l'usine, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est le propriétaire capitaliste qui va décider ce qu'on va produire, comment on va le produire, etc. C'est la logique capitaliste traditionnelle. Et justement, nous disons comme communistes, eh ben non, il faut au contraire que ce soit les producteurs de richesse eux-mêmes qui décident de ce qu'on produit, de comment on le produit. C'est un des grands enjeux communistes pour nous. Bon, les capitalistes, la logique est opposée. C'est celui qui possède, qui décide seul. Mais cette logique-là, dans le capitalisme numérique, notamment chez Google, elle est directement attaquée. Chez Google, par exemple, ils mettent en place, et dans d'autres structures numériques aussi, ils essayent d'aller chercher au maximum, d'aller gratter à l'intérieur de vos cerveaux et de votre inventivité. Parce que eux, ils ont bien compris que le patron de Google seul, il est moins intelligent et il est moins capable de faire tourner et de faire progresser Google que l'ensemble des salariés de Google. Et donc, ils essayent, rassurez-vous, ils ne sont pas en train de donner le pouvoir à l'ensemble des salariés de Google, mais par contre, ils mettent en place des dispositifs pour essayer d'aller récupérer de l'intelligence, de la réflexion, la créativité du point de vue des salariés de Google. Ça veut dire quoi? C'est très grave, ça, du point de vue du fonctionnement du capitalisme. C'est une prise de conscience qu'il faut quand même pas prendre à la légère. Ça veut dire que les capitalistes les plus intelligents, pas par bouffarité, pas par grandeur d'âme, mais parce qu'ils veulent maximiser leurs profits, ils se disent, la logique capitaliste traditionnelle profonde qui dit « celui qui paye décide de la musique », très bien, et bien là, elle est mise en difficulté par le réel. Et le réel, c'est qu'en fait, pour progresser davantage, il faut trouver le moyen d'élargir le nombre de ceux qui vont contribuer à l'intelligence globale et à la réflexion pour faire avancer l'entreprise. Donc ici, quand on regarde quand même les capitalistes eux-mêmes sont confrontés aux propres limites de leur logique, qui est la logique capitaliste. Donc nous, comme communistes, c'est vraiment pas le moment d'être sur une position défensive ou je ne sais quoi. Donc en clair, si je résume ce premier point, pourquoi, à mon avis, un parti communiste? Parce qu'il faut bien un parti qui défende cette perspective possible, plus possible que jamais. Cette perspective urgente, à mes yeux, et cette perspective tellement urgente, tellement possible, que même les capitalistes sont en train de mesurer les difficultés qu'il y a à, comment dire, ne pas élargir le nombre de ceux qui doivent intervenir dans la gestion de cette affaire-là. Alors eux, ils le font en tordant, en tournant, en limitant, en contournant. Je ne fais pas d'illusion là-dessus. Mais néanmoins, ça doit nous donner des signes qu'il faut prendre au sérieux. Ça, c'était la première chose, sur communiste. La deuxième chose, c'est sur parti. Évidemment, sur parti, c'est en train de se finir, puisque du coup, il y a, comment dire, je trouve que l'assaut idéologique contre les partis est en train un peu de faiblir, mais ça reprendra peut-être. En tout cas, peu importe le contexte global. Le contexte global, vous l'avez vu, c'est qu'en fait, trois mouvements en réalité. Hein, puisque d'une part, vous avez la France Insoumise, qui est un mouvement,
D'autre part, vous avez En Marche, qui évidemment se présente comme un mouvement, c'est le moment qu'on puisse dire, on s'appelle En Marche forcément. Et puis, troisièmement, on y pense moins, mais il faut quand même le noter, parce que nous, on regarde toujours le Front National de loin, mais il faut parfois le regarder de près. Je vous rappelle que dans la dernière période, le Front National s'est d'abord présenté comme le Rassemblement Bleu Marine. L'idée était justement de quitter, d'élargir simplement cette logique de parti stricto sensu, et d'aller plutôt vers une logique plus ample, plus large, le Rassemblement Bleu Marine. Donc en réalité, les trois principales forces politiques qui structurent maintenant, depuis peu de temps, mais néanmoins c'est quand même les principales forces politiques maintenant, sont des mouvements. Et les partis, à l'inverse, ont été mis de côté. Donc, à partir de là, certains en ont conclu à l'idée que, bien somme toute, les partis appartenaient à un monde révolu. Bon, et qu'il fallait maintenant se mettre dans le mouvement. Alors, d'abord, deux choses là-dessus. Un, c'est une vieille histoire. Hein, vous vous rappelez peut-être que, le général de Gaulle lui-même, qui haïssait les partis, disait pique-pente des partis, avait créé en 1947 un rassemblement, alors pas Bleu Marine, mais le Rassemblement du peuple français, le RPF, et puis après il y en a eu d'autres forces qui effectivement ne se sont jamais appelées partis. C'était pas parti gaulliste, c'était pas ça. Après vous avez UDR, UNR, Union, Rassemblement, tout ce que vous voulez, mais pas parti. Mais néanmoins, quand vous regardez En Marche, quand vous regardez le RPF, quand vous regardez l'UNR, quand vous regardez la France Insoumise, quand vous regardez le Rassemblement Bleu Marine, quand vous regardez tout ça, toutes ces structures politiques qui ne veulent pas s'appeler partis, en réalité, il est difficile de voir vraiment fondamentalement une différence avec des partis. En réalité, ce sont quand même, si on veut avoir une vision un petit peu quand même méthodique, sans juste lire ce qui est marqué sur le paquet de lessive, il n'y a peut-être pas marqué lessive dessus, mais c'est quand même à peu près les mêmes fonctions et le même fonctionnement. Donc de ce point de vue, déjà, première chose, il me semble que certaines organisations qui refusent de s'appeler partis, bon, on peut ergoter longtemps, mais néanmoins, je trouve que leur fonctionnement nous rapproche quand même assez largement des partis. Ce sont, si on veut quand même, je pense qu'on peut les considérer quand même comme des partis. Alors, après, il y a des partis et des fonctionnements différents. Mais alors, pourquoi un parti communiste français et pourquoi un parti? Alors là, la réponse, ça consisterait à dire, d'autres font des choses qui n'appellent pas partis, mais qui sont des partis quand même, donc puisque tout le monde fait des partis, faisons un parti. Premier argument, vous voyez qu'il est un peu faible. Alors, passons au deuxième argument tout de suite. Le deuxième argument, c'est il faut regarder, et il faut regarder avec le moins de morgue, d'arrogance possible, parce que ça ne sert à jamais à rien, et ça peut nous aveugler sur des mouvements en cours. Par exemple, vous avez vu Nuit debout, par exemple, ce mouvement qui s'est organisé pendant un certain temps, notamment Place de la République à Paris, et puis un peu ailleurs, qui est un mouvement que, je le répète, il faut regarder sans morgue, sans suffisance, parce que ça a été des chemins de politisation pour un certain nombre de nos concitoyens, et des choses intéressantes et fortes ont pu y être esquissées. Donc il ne faut pas regarder ça avec mépris. En même temps, on peut quand même regarder ça en voyant les aspects positifs, mais en voyant peut-être aussi quelques limites. Et parmi les limites qu'il y a, on en voit une forcément, qui est celle de la durée, qui est quand même une grande question. Alors, comme moi, c'est vrai que je fais de l'histoire, la question du temps m'intéresse, mais quand même, c'est vrai, c'est une grande question, la durée. C'est une grande question, ne serait-ce que pour la réflexion. Parce que, vous voyez, si on est un mouvement, bon, ben, on se voit ce soir, et puis après, bon, ben, vaille que vaille. Sauf qu'en réalité, l'intelligence collective, elle se construit aussi dans la durée. Il faut qu'on se revoie, il faut qu'on se reparle, il faut qu'on en rediscute, il faut approfondir, il faut qu'on structure tout ça, pour essayer d'avancer un peu. Alors pourquoi? Sans doute parce que le monde aujourd'hui, quand même, depuis longtemps, mais aujourd'hui aussi, est d'une complexité assez grande, et donc on ne peut peut-être pas toujours se contenter de, se voir 5 minutes. Et puis regardons ce à quoi nous faisons face. En face de nous, nos adversaires, quand même, se voient assez régulièrement et s'organisent un tout petit peu. Donc, simplement, l'idée que, comme ça, juste de temps en temps, on se verrait, et sans coordination dans la durée, on pourrait triompher comme ça, je pense que c'est évidemment, c'est probablement illusoire, disons. Ça ne veut pas dire qu'il faut condamner ces formes-là en disant ça sert à rien, tout ce que vous faites là tant que vous n'êtes pas au parti, ça ne sert à rien. C'est faux. Évidemment que beaucoup de choses se font en dehors des partis, et heureusement, et il faut au contraire l'encourager, le pousser, sans mêler aux besoins, voilà. Mais en même temps, voilà. Donc, je pense que la question
d'une organisation qui coordonne dans la durée les réflexions, les expériences, est une question importante. De ce point de vue, puisque j'en dis un tout petit mot, puisque tu m'as demandé de ne pas trop en parler, puisque nous sommes dans une assemblée ouverte au-delà des communistes, mais on n'a rien à cacher en la matière, nous préparons un congrès extraordinaire, j'en dis un tout petit mot, parce que sa préparation s'inscrit dans cet état d'esprit quand même. L'état d'esprit, c'est-à-dire de coordonner dans la durée, de faire notre miel de la richesse collective de ce parti. Et donc pour cela, on a mis en place un outil, mais il y en aura d'autres, c'est un outil important, il faut réussir, mais ça ne suffira pas à lui seul. Cet outil, c'est un questionnaire qu'on a donc transmis et que vous allez transmettre, si vous n'avez pas fini encore de le faire, parce qu'il y a un travail d'organisation. En réalité, un questionnaire qui demande aux communistes, ça peut se remplir en ligne, ça peut se remplir en version papier, qui demande aux communistes quel ordre du jour ils veulent pour ce congrès. C'est une question importante, évidemment, parce que on ne va quand même pas être plus bête que Google et plus capitaliste qu'eux. Voilà, quand même. Le principe, c'est que si on est un parti, c'est aussi parce qu'on croit à la force et à l'intelligence du nombre. C'est parce qu'on pense qu'on est plus intelligent à 120 000 qu'à 2, à 10 ou même à 100. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut faire en sorte d'aller gratter dans les 120 000, dans les 120 000, 130 000 têtes, expériences, réflexions, pour essayer d'en faire un miel commun. Or ça, c'est une difficulté dans la dernière période qu'on a parfois un peu de mal, c'est une chose qu'on a parfois un peu de mal à faire, on a parfois un peu de mal à, à faire notre miel des réflexions et des expériences communes. Donc là, c'est une expérience, une tentative, un outil, voilà, donc parmi d'autres à forger, à inventer, donc pour essayer d'aller faire ce travail-là, pour que les communistes soient pleinement acteurs de ce congrès. Parce que nous, on pense à ça. On pense qu'un parti, c'est important pour ça, pour coordonner dans la durée et pour faire du nombre une richesse, quelque chose, vous voyez, qui permette d'être plus que 1 ou 10 ou 100. Et de ce point de vue, si je reviens encore au mouvement, comme En Marche, par exemple, c'est vrai qu'En Marche fait peu miel de la richesse de ses adhérents, quand même. C'est-à-dire qu'on voit bien dans ces logiques-là, il y a quand même des logiques très bonapartistes, très le chef pense, très capitaliste à l'ancienne, c'est-à-dire, voilà, il y a le chef et c'est lui qui pense et les autres suivent. Hein, voilà. Bon, nous n'avons pas les moyens de ça. D'abord, c'est contraire à ce que nous voulons, et ensuite, nous n'en avons pas les moyens, parce que c'est moins efficace, quelles que soient les qualités de quel que soit le chef, et en l'occurrence, ne prenez pas ça pour autre chose que ça, voilà, donc il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci de ce point de vue-là, mais néanmoins, on est un parti, donc voilà, je pense que, et il en serait d'accord avec moi, voilà, qu'on est plus intelligent à 120 000 que tout seul. Donc ça, c'était la deuxième raison importante que je voulais noter. La troisième, c'est un parti, pourquoi faire ? Pour coordonner dans l'action. Parce que une des grandes... Comment envisageons d'être efficace ? Évidemment, en coordonnant les réflexions, les analyses, pour mieux appréhender ce à quoi on a à faire face. Mais aussi en coordonnant nos forces et nos actions pour être efficace dans la lutte, si vous voulez. Parce qu'on le sait bien, que nous n'avons pas des moyens individuels, je veux dire, considérables pour intervenir. Et notre force, c'est celle du nombre. Et pour cela, il faut une organisation qui permet de coordonner ces forces pour qu'on agisse en même temps pour avoir l'ambition et la possibilité d'une efficacité. Donc c'est pour ça que la partie est intéressante pour ça, pour organiser ça de manière nationale, par exemple, vous voyez, largement. Hein, bon. Donc ça, c'est, à mon avis, une grande question sur le parti. Troisième aspect. Maintenant que j'ai vu donc le communisme, le parti, troisième chose, tu poses la question des changements dans ton titre qui est un peu long, tu reconnaîtras beaucoup de questions. Bon, alors, les changements dans le parti. Alors là, je suis forcément un petit peu embêté parce que c'est une opération un peu de danse à laquelle il faut que je me livre, parce que là, on est dans une période, je refais un petit peu de version interne rapidement, on est dans une période, mais je voulais expliquer, qui est plutôt une période où on essaie de récolter, le plus largement, les positions des communistes sur ce qu'il faut changer. Mais vous voyez bien que c'est un peu embêtant parce que si, au même moment que je dis « Alors, qu'est-ce que vous voulez changer ?» Au même moment, j'apporte la réponse de ce qu'il faut changer, évidemment, c'est un peu contradictoire dans cette affaire. Ou alors, on considérera
que ça ne l'est pas, dans le sens où justement, puisqu'on est un parti et qu'on veut coordonner, après tout, moi je vous donne un avis, et puis voilà, après tout, chacun, comment dire, fait circuler ses idées, et ça nous nourrit chacun l'un et l'autre, de certaine manière. C'est ça aussi un parti politique, parce que, une petite parenthèse là-dessus, rapide. Quand j'ai adhéré au Parti communiste, c'était pareil pour vous aussi, ma grand-mère m'a dit plusieurs choses, mais j'en retiens qu'une seule d'abord. Elle m'a dit, bon, mais Guillaume, le problème c'est que le Parti communiste, tu vas te faire endoctriner, ça va être, tu vas perdre ta liberté de penser, tu vois, tu vas te faire endoctriner. Et, alors je lui dis, mais non, monsieur. Et alors, quand même, il faut dire quelque chose là-dessus. Évidemment qu'on ne se fait pas endoctriner dans le Parti communiste au sens où on connaîtrait par cœur tous les textes de congrès qui sortent. Bien sûr que non, on ne se fait pas endoctriner. Mais par contre, on vit une expérience assez inouïe. Parce que, en réalité, dans la vie de tous les jours, on réfléchit avec soi-même, on réfléchit avec ses lectures, on réfléchit avec ses expériences, avec ses collègues, avec sa famille, avec ses amis. Mais là, ce qui est assez extraordinaire dans le Parti communiste, c'est qu'en réalité, cette sphère de réflexion, elle va s'étendre de manière considérable parce qu'on va réfléchir avec des tas de gens avec lesquels on n'aurait pas réfléchi par ailleurs. Et puis on va réfléchir de manière plus suivie, plus serrée qu'on le fait avec des amis ou avec des collègues. Donc évidemment, adhérer au Parti communiste, ce serait un mensonge de dire que ça ne vous change pas. Et sauf que si ça vous transforme, et ça ne vous transforme pas dans le sens de l'endoctrinement, ça vous transforme dans le sens où ça élargit considérablement, comment dire, le champ de vos connaissances, le champ de vos interactions, si vous voulez, de ce point de vue-là. Et donc, forcément, c'est pas l'endoctrinement, c'était pas la crainte de ma grand-mère, dans le sens où, à l'époque où j'adhérais, elle pensait peut-être que le secrétaire général allait entrer dans mon cerveau, etc., et que j'allais réciter gentiment son affaire. Mais non. Mais en revanche, c'est vrai que ça vous met en connexion, en relation, ça élargit, si vous voulez, vos capacités de réflexion, d'intervention. Vous découvrez des univers sociaux, par exemple, avec lesquels vous n'auriez jamais été en contact particulier. Vous voyez, parce qu'on est finalement, en réalité, on ne côtoie pas tant de gens que ça dans la vie normale. Les amis, la famille, les collègues, vous voyez, ça fait pas tant de monde, puis dans un univers qui n'est pas très large. Alors que le Parti communiste, il y a tout le Parti communiste, vraiment c'est vrai. On croise des milieux absolument qui ne se croisent jamais ailleurs qu'au Parti communiste. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, mais y compris pour la tâche qui est la nôtre, c'est-à-dire de comprendre le monde et d'essayer de le changer. Je suis en train de me perdre dans mon affaire et je vais reprendre. Ça, c'est à cause de cette petite dérive. Alors, oui. C'est la faute de la grand-mère. C'est la faute de ma... Non, c'est la mienne. Donc, j'y vais. Alors, oui, sur les changements. Cette contradiction, cette petite danse, voilà, mais à laquelle je me lie parce que c'est la commande. Et puis parce qu'après tout, c'est aussi le fonctionnement du parti qui est comme ça. Mais donc, vous le voyez bien, je le fais en mon nom propre. Et aujourd'hui, j'espère que j'aurai changé demain d'avis, grâce d'ailleurs aux discussions, parce que c'est ça aussi l'intérêt d'un parti, c'est que justement, on est confronté à d'autres points de vue et on peut bouger. Alors, deux choses là-dessus, très rapides. Bon, disons-le tranquillement, parce que c'est pas la peine de raconter, de faire du violon, parce que tout le monde le sait, c'est pas la peine de faire comme si on ne le savait pas. On a quand même une obligation de changement. Pourquoi une obligation de changement ? Parce que nous venons accessoirement quand même de vivre notre pire déroute électorale de toute l'histoire du Parti communiste. Bon, voilà, aux élections législatives, on a fait le plus mauvais score de toutes les élections législatives de toute l'histoire du Parti communiste. Bon. Donc quand même, nous ne sommes pas électoralistes, mais il faut quand même considérer cette chose pour ce qu'elle est. Donc, c'est-à-dire un signal d'alarme qu'il faut vraiment être très sourd pour ne pas vouloir l'entendre. Donc on a une obligation de réfléchir et de changer de ce point de vue-là. Et en même temps, la grande chance, et en même temps, la grande responsabilité qui va avec cette chance, c'est que, pour diverses raisons, nous avons la chance d'avoir la possibilité de le faire. Parce que, en même temps, on a fait ce score cataclysmique aux élections législatives, et en même temps, on a obtenu aux élections législatives et aux élections sénatoriales eh bien, un groupe parlementaire, alors que tout le monde nous avait considérés comme rayés. Et donc, ça veut dire que, du point de vue des moyens, si je puis dire, quand même, on se retrouve dans une situation qui n'est pas inintéressante. C'est-à-dire, en clair, on est obligé de changer, et d'une certaine manière, c'est pas plus mal, parce que, vous savez, la routine, vous savez, il y a une phrase d'Aragon, je vois se plier votre épaule, je vois, il me manque la fin, enfin, le truc des habitudes, enfin, en tout cas, il y a une formule comme ça, qui dit que vous pliez un peu sous le poids des habitudes, parce que, voilà, l'habitude, on fait toujours la même chose, il y a la routine. Le fait qu'on se prenne une claque comme ça, et d'une certaine manière, force un peu, mais quand même, d'une certaine manière un peu positif,
parce que ça nous oblige, si je puis dire, à changer. Et en même temps, on a la possibilité de le faire, parce que si on s'était retrouvé sans députés, ce qui était quand même possible, et sans sénateurs, ce qui n'était pas impossible non plus, évidemment, c'était quand même plus compliqué pour envisager le changement. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que c'est une période qui est stimulante et en même temps qui nous oblige. Qui nous oblige quand on se regarde nous-mêmes et qui nous oblige quand on regarde le monde en même temps. Donc, changement. Mais alors, quel changement? Écoutez, moi, trois choses très rapides, toutes simples et qui sont comme ça, je mets sur la table. Il me semble que un communiste, c'est peut-être trois choses. La première, c'est ce qu'on fait le moins mal, c'est ce qu'on fait le mieux, même si je pense qu'on peut faire mieux encore. C'est la sociabilité. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je vous l'ai dit, Parti communiste, c'est assez génial parce qu'on y trouve des gens géniaux quand même. Alors, non mais c'est vrai, je veux dire. On y trouve des gens qui sont très... Non mais je le dis... Les autres vont dire forcément ils vendent sa lessive pour ceux qui ne sont pas communistes. Mais non, mais je vous assure, vous discutez un peu autour de vous, vous verrez bien que ces camarades sont des gens très, très bien, même si je ne les connais pas tous. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont en général très généreux, voilà, moi au Parti communiste, j'ai fait une quantité de belles rencontres qui sont sympathiques. Et donc, il y a bien un plaisir quand on est communiste à se retrouver, à se revoir, à partager des temps ensemble. La fête de l'UMA, pourquoi ça marche si bien aussi? Parce que c'est plein de fraternité, c'est plein de sociabilité sympathique. Et donc ça, c'est sûr que c'est pas mal. Alors après, je pense qu'on peut l'élargir encore et le rendre peut-être plus inclusive, parce que parfois, cette sociabilité, c'est entre ceux qui se connaissent déjà, et parfois, quand un nouvel adhérent arrive, peut-être qu'on n'est pas toujours très bon là-dessus, parce qu'on fait quand même pas mal d'adhésions, mais il n'y en a quand même pas toujours tant que ça qui reste alors qu'elle devrait ou qu'elle pourrait. C'est peut-être aussi du côté de la sociabilité, peut-être parce que parfois, on fait toujours le collage avec les mêmes, la distribution avec les mêmes, et puis on vieillit ensemble gentiment. Mais sauf que dans la sociabilité, peut-être... Non, je le dis pour tout le monde, hein, voilà. Et je pense que voilà, peut-être qu'il faut réfléchir à une sociabilité plus inclusive aussi, qui permette aussi à d'autres de s'agréger à tout ça pour que la sociabilité, ce grand bain, tout le monde s'y sente bien et pas juste ceux qui y sont depuis un certain temps. Voilà, que tout le monde. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on y soit sensible. Bon, mais ça, c'est pas le plus gros, mais je pense que ça compte quand même parce que le nombre d'adhésions qu'on fait par an, si on les gardait toutes, on serait à partir dans un tout autre état. Hein. Donc, il y a quand même, c'est quand même une vraie question. Et je pense que c'est pas un petit aspect, la question de sociabilité. Alors, c'est facile à organiser, hein, les banquets et tout ça, enfin, c'est bon, un petit peu de sueur de coude, mais enfin, ça peut se faire. Bon. Ensuite, il y a la question de la deuxième chose. Alors là, ça nous ramène à Marx, c'est un mot que je pique à Marx directement, et il ne parle pas des communistes, hein, il parle des êtres humains, et il dit, voilà, un des trucs voilà, qui est très stimulant, qu'aiment beaucoup les êtres humains, c'est ce qu'il appelle la Tätigkeit. Alors Tätigkeit, c'est quoi? Alors ceux qui ont fait l'allemand, la racine, c'est un verbe allemand qui est tun. Tun, ça veut dire faire, en fait, faire. C'est l'activité créatrice. Hein, Tätigkeit, peu importe l'écriture, c'est l'activité créatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, vous êtes, comment dire, artisan, voilà, il y a de la farine, de l'eau, de la levure et du sel, et puis vous arrivez, vous faites ça, et de votre travail, de votre activité, sort le pain. Et quand vous voyez le pain qui sort, c'est vous, le pain c'est vous, et vous êtes content parce que votre présence sur la terre a permis, avec votre travail, que ce qui était de l'eau, de la farine, du sel et de la levure, maintenant c'est du pain, et les gens en mangent, ils sont contents, vous êtes contents. Voilà, c'est l'activité créatrice, c'est incroyable. Ça marche dans tous les métiers. Hein, vous êtes enseignant, vous avez un élève qui ne comprend pas, vous ressortez à la fin du cours, il a compris, vous êtes content. Voilà, vous partez chez vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous paye très lourd parce que vous êtes content. Voilà. C'est l'activité créatrice. Ça, on aime bien faire ça. Et donc, dans le parti, évidemment, parfois le premier aspect, la sociabilité, peut nous détourner de l'activité créatrice. Exemple, alors on va faire, samedi on se retrouve pour le marché, hein, on est d'accord? Alors comme d'habitude, alors à la limite d'ailleurs, plutôt que de distribuer le tract aux gens, à la limite on va les distribuer mais comme ça, tu vois, je te parle, je distribue vaguement le tract comme ça, mais on discute parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des enfants, et ton dos, ah oui, très bien, voilà. Ça arrive, je vous assure, on fait un micro-trottoir communiste, ça m'arrive d'avoir des choses comme ça. Bon, donc l'activité créatrice. Bon, alors, le problème de l'activité créatrice n'est pas très forte parce que vous n'avez pas beaucoup changé le monde. Et ensuite, il y a la question même des initiatives. Parfois, on fait des initiatives en sachant que
grosso modo, elles n'auront pas beaucoup d'effet. Non mais c'est vrai, je vous dis, parfois on ne réfléchit pas toujours, avant de prendre une décision, quelles actions on va faire, quel est le plan d'action pour l'année, pour le trimestre, pour le mois, pour la semaine. Il est rare qu'on se dise, bon, quelle action va vraiment être efficace? C'est rare qu'on pose cette question. C'est très rare. Souvent on dit non, on fait comme d'habitude, on fait comme ça, là, là, là. Et alors forcément, pour quelqu'un qui, comment dire, qui arrive, s'il n'est pas vraiment très, comment dire, bien enfermé dans la sociabilité qui fait qu'on est content de se retrouver, eh bien, au bout d'un moment, il se dit, mais... Parce que se lever le dimanche matin, c'est une question de goût. Moi, personnellement, c'est un signe pour moi de militantisme, parce que le dimanche matin, je préférerais vraiment dormir. Mais si il faut que je me lève le dimanche matin, alors certes, je vais avoir plaisir à retrouver mon camarade, mais quand même, il faut que j'ai le sentiment que ça sert à quelque chose. Parce que si ça sert à rien, bon bah écoutez, bon, voilà. Et c'est un peu le problème qu'on a parfois dans un certain nombre d'initiatives et d'actions qui parfois, bah, bon, on fait moins, parce que je pense que de ce point de vue, je pense qu'il faut qu'on mette peut-être davantage en question la dimension d'efficacité, d'activité créatrice, c'est-à-dire je me promène et puis à la fin de mon action, ben, quelque chose a changé si vous voulez, quelque chose a muté. De ce point de vue, je n'en ai parlé la dernière fois, moi je crois beaucoup aux luttes victorieuses. Mais les luttes victorieuses, ça se réfléchit en amont si vous voulez. Parce que il y a des luttes, par exemple, sur lesquelles ça va être difficile, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les mener, mais ça va être difficile soit objectivement, parce que la résistance en face est très lourde, soit subjectivement, parce que l'idéologie a retourné des masses de gens sur le créneau, et donc là, si on part là-dessus, on sait a priori que ça va être difficile. Bon, mais l'activité victorieuse, ça s'organise aussi en regardant le rapport de force, le terrain, y compris le terrain idéologique, mental. Il ne faut pas croire que tout le monde serait comme ça, façonné par le JT de 20h. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a de la résistance. Il y a beaucoup d'idées progressistes qui sont majoritaires. Je prends un seul exemple, qui est la question de l'évasion fiscale. Vous pouvez toujours avoir tous les violons de la terre. Là, sur la question de l'évasion fiscale, vous avez plus de 80% des gens qui sont d'accord avec vous là-dessus. Moi, je prends un exemple. Ou alors même des batailles locales qui sont en plus intéressantes parce que souvent plus faciles à gagner. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important pour nous, mais c'est important aussi pour tous ceux qu'on veut mettre en mouvement. Parce que nous, on fait notre action rituelle, si je puis dire. Qu'il faut faire, attention, j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas distribuer de tracts sur le marché, c'est très important. Mais alors à ce moment-là, il faut vraiment les distribuer, si je puis dire. On peut quand même parler, mais il faut quand même les distribuer. Bon. Mais sur la question des luttes victorieuses, voilà, ça veut dire quelle lutte, d'après vous, on peut gagner, parce qu'à ce moment-là, on fait faire l'expérience à des individus que l'action collective est utile. Parce que sinon, c'est de l'ordre de la foi, si vous voulez, ou de l'ordre des souvenirs. C'est-à-dire, l'action collective est-elle utile? Bah écoutez, l'expérience que pas mal de gens peuvent avoir, peut plutôt être négative, puisque on est quand même l'année qui suit la loi El Khomri, quand même, où il y a eu une grande mobilisation à laquelle ils ont participé ou qu'ils ont regardé. Mais dans tous les cas, ceux qui ont participé comme ceux qui ont regardé, ils ont vu une action collective qui a échoué. Bon, voilà. Donc, et puis malheureusement, il y a quelques autres exemples qu'on peut solliciter. Donc ça veut dire que le Français ou l'habitant moyen de ce pays, il n'est pas forcément obligé, d'autant plus que les violons de l'idéologie ne lui susurrent pas tous les jours à l'oreille, il n'est pas obligé de croire que l'action collective est efficace et que c'est comme ça qu'on va changer le monde. Pas du tout obligé d'y croire. Au contraire, même pour y croire, soit il lui faut avoir une sacrée culture historique, soit il lui faut avoir une expérience de lutte victorieuse. Voilà. Donc nous, à mon avis, dans nos manières d'envisager les combats et nos ordres du jour, il faut quand même qu'on essaie de réfléchir à comment je peux faire l'expérience, pas seulement aux militants, mais simplement aussi à ceux auxquels on s'adresse, d'une expérience d'action collective victorieuse. Et c'est possible, vous en avez aussi des exemples. Et vous remarquez d'ailleurs sans doute que dans ces cas précis, vous vous levez plus facilement d'ailleurs le dimanche matin, parce que non seulement vous allez retrouver votre copain, mais en plus vous savez que sans doute là, si je me lève moi ce matin-là, peut-être pour cette bataille locale, peut-être qu'effectivement on va réussir à l'emporter et que telle ou telle mesure qui était prévue n'aura pas lieu, ou que telle mesure que je souhaite aura lieu. Bon, vous avez sans doute des exemples, en tout cas moi j'en ai, et vous en avez aussi. Donc ça, je pense que ça devrait être plus systématisé, à mon avis. Penser à l'activité créatrice, c'est-à-dire s'assurer que les actions sont utiles et pas simplement rituelles. Et ensuite, troisième aspect, et là, c'est une question, c'est toujours pareil, je parle vraiment
sans mandat, bon, c'est la question de la perspective. Alors, forcément, ça c'est du fait de mes activités professionnelles, mais c'est vrai que là, vous savez, c'est le 75e anniversaire de pas mal de morts, forcément. En 42, donc vous avez, je sais pas moi, Jacques Decour, vous en avez des quantités de communistes qui se sont fait fusiller en 1942. Alors forcément, quand on pense à eux, ou quand on travaille sur eux, ce qui est mon cas aussi pour une part, forcément on se pose la question parfois de pourquoi, après tout, vous avez des enfants, ils avaient mieux à faire, après tout, il suffit de signer un truc, tu dis, oui, je sais pas quoi, vive le Troisième Reich, et puis ça va, on n'en parle plus. Bon, mais, non, bah, écoutez, bon, je veux dire, non mais là, non mais, bon, là, oui, bon. Et malgré tout, ils ne le font pas. Alors, il y a des tas de raisons, enfin, pas tous, la plupart ne le font pas, il y a quelques-uns qui le font, et bon, c'est la vie. Mais beaucoup ne le font pas et vont donc, alors qu'ils aiment la vie, alors qu'ils ont des enfants, alors qu'ils ont des femmes, alors qu'ils ont des maris, alors que ils vont se faire tuer. Alors je me dis pourquoi? Alors oui, sans doute un peu pour la sociabilité, peut-être aussi parce que par fidélité à Gérard, à Maurice, à un tel qui a été pourchassé, qui s'est fait tuer, ou par fidélité à des idées, aux parents, tout ça, la sociabilité, pourquoi pas. Bon, l'activité créatrice, là, non, c'est pas pour ça, à mon avis, je pense pas qu'ils pensent que ça va être utile tant que ça pour changer le monde, leur mort, je pense pas. Mais par contre, je me dis que le troisième volet aussi doit jouer fort, c'est-à-dire la perspective globale, c'est-à-dire se sentir être un élément, un militant d'une grande chose, si vous voulez, d'un grand projet, d'une grande perspective. Et là, en l'occurrence, je pense que c'est la perspective communiste. Et d'ailleurs, c'est ça qu'ils disent beaucoup quand ils meurent. Pensez à Jean-Pierre Timbaud ou à d'autres, etc. Vive le Parti communiste allemand. C'est ça qu'ils mettent en avant. Cette question-là, cette question de ce grand projet de perspective. Et alors je me dis, voilà, pourquoi est-ce qu'on se lève le dimanche matin? Alors oui, il y a Maurice, il y a Roger, il y a les copains, c'est vrai qu'on se lève pour ça. On se lève pour ça aussi, dans le meilleur des cas, c'est mieux, quand on pense que ça va être utile, que ça va changer un peu les choses. Et puis on se lève aussi parce qu'on considère qu'on est ancré dans une espèce de grand combat, voilà, pour quelque chose qui nous dépasse, un grand projet, voilà, qui a de l'allure, qui est beau, qui est utile, qui est grand, et en l'occurrence qui s'appelait, et à mes yeux qui s'appelle toujours, et qui s'appelle même plus encore, le communisme. Et donc je pense que ça, c'est une question que forcément on a été amené à mettre un petit peu en arrière-plan, et je le dis, mais alors sans aucune espèce de leçon, parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour les camarades dont je ne suis pas, puisque moi je suis trop jeune pour ça, mais qui ont tenu la maison dans les années 90. Je le dis parce qu'il faut regarder quand même l'ampleur de ce qu'on s'est pris sur le coin de la figure, et il faut regarder ce qu'ont fait d'autres partis communistes ailleurs, qui sont des partis qui sont des communistes aussi. Pensons au Parti communiste italien, qui était le principal parti communiste d'Europe, et c'est fini, quoi. C'est vraiment devenu, maintenant, il ne reste plus rien, il gère l'Union européenne, etc., libéral, enfin c'est affreux. Bon, et nous, alors, malgré tout ce qu'on peut dire, ou tout ce qu'on voudra, sur les années 90, malgré tout, ben, écoutez, il y a toujours un parti communiste français quand même. Et donc c'est pour ça que j'ai vraiment aucun sentiment d'honneur, de leçon a posteriori, après la bataille, par rapport à ceux qui ont fait ce qu'ils ont pu dans les années 90. Bon. Mais néanmoins, dans cette dure bataille, je pense qu'on a sans doute été amené, peut-être, à mettre un peu de côté, moins en avant, la question communiste. Mais peut-être qu'elle était moins facile à entendre. Quand en même temps, vous aviez l'Union soviétique qui s'effondrait, qu'on vous parlait de tous ces millions de morts, etc., peut-être que dire communiste, 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 c'était peut-être un frein considérable dans l'activité politique, j'en sais rien. En tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui, la question se pose sous un angle différent. Et je pense que la question communiste en tant que telle, la question du projet, la question de la perspective, est aujourd'hui une question qui doit prendre une place, à mes yeux, mais ça, voilà, on en discutera, plus importante dans notre activité globale. Parce qu'en plus, ce n'est pas une question intellectuelle, pas du tout, c'est une question que tout le monde se pose. Je vous le dis ça parce que tout le monde voit bien, vous avez peut-être vu Cache Investigation, là sur Lidl et Free, vous l'avez peut-être vu, je ne l'ai pas vu, regardez ce numéro-là, je ne dirai pas de tous les numéros parce que je vous préviens qu'ils ont fait quelque chose, bon bref, ils ont fait quelque chose, ils ont fait une enquête là, dans un
un grand rendez-vous festif de septembre et, comment dire, à mon avis, avec une envie de... Bon, voilà, parce que je pense qu'elle a elle-même des pressions assez fortes sur elle, donc je pense qu'elle va vouloir donner un coup à côté, un coup l'autre. Donc, je ne vous recommanderai pas forcément tous les épisodes de Cache Investigation, mais celui-là de Cache Investigation qui portait donc sur Lidl et sur Free, eh bien, à la fin, vous repartez de là. Vous voyez bien que ça ne fonctionne pas, que ça ne tourne pas rond, que ça n'a pas de sens, que c'est cruel, que ça n'a pas de sens. Donc la question de l'alternative, vous la posez forcément. Alors évidemment, après, on recadenasse tout rapidement, voilà. Mais néanmoins, c'est une question que tout le monde se pose. Donc c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas juste dire oui, les gens ne veulent que des choses, petits bras, etc. C'est pas vrai. D'ailleurs, regardez En Marche, regardez la FI, regardez même le Front National. Ils ont des grands discours cohérents, globaux, de conception du monde. Les gens ne sont pas des abrutis. Donc on ne peut pas juste leur parler de petites choses comme ça, déconnectées. Il faut les grands projets globaux, quoi. C'est des choses qu'il ne faut pas cacher comme ça, à mon avis. Je ne dis pas qu'on le cache, mais simplement, je pense qu'il faut lui donner peut-être une place plus grande. Enfin voilà, je vous dis ça très librement, et par ailleurs, j'ai l'impression que c'est des choses qui ne sont pas étrangères à, comment dire, à ce que dit Pierre Laurent, mais je ne veux pas faire tamponner par lui des choses que je dis moi, mais dans ses discours à la fête de l'UMA, par exemple, vous avez vu que ces questions alternatives sont quand même plus présentes, peut-être qu'elles ne pouvaient l'être il y a 10 ans ou 15 ans, mais dans un monde différent de toute façon. Bref, c'est à discuter. Je vais vite. J'ai fini, non? Ok, non, il me reste. Non, encore? Non, j'en ai encore, j'en ai encore. Non, j'ai encore du temps ou pas? J'ai fini Oui, le temps t'as ou pas? encore 10 minutes. Ah bon, alors très bien. Alors, s'il y a un petit mot là-dessus, quand même, encore un petit mot sur le communisme. On est dans une situation qui, évidemment, n'est pas très simple par rapport à la France insoumise. J'en parle parce qu'on est obligé d'en parler. Enfin, on devrait être obligé d'en parler parce que quand même, c'est la force la plus proche de nous qui, comme on dit aujourd'hui, est une force très importante dans le paysage. Et alors, ça crée parfois chez les communistes des réactions assez compliquées, parce qu'en plus, ils ne sont pas toujours très sympathiques à notre endroit. Donc, ça crée parfois des réactions un peu... comment dire, pas que, mais ça peut créer aussi des réactions, comment on va dire ça, spéculaires. Alors spéculaire, ça veut dire inversé, quoi, comme un miroir. C'est-à-dire en fait, si Mélenchon dit A, c'est que c'est B, si Mélenchon dit B, c'est que c'est A, vous voyez, comme s'il fallait se positionner systématiquement en symétrique par rapport à ce que disait Mélenchon. Ce qui ne me paraît pas du tout être une bonne option, d'abord parce que il faut analyser le réel et après on voit ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il faut avoir par rapport avec FI une relation assez sereine, parce que d'abord l'hystérie n'a jamais permis d'avancer dans le plan de la réflexion et de l'efficacité. Donc il faut être serein par rapport à ça. Mais évidemment, on se pose la question de, tout à l'heure j'en ai parlé en introduction, de la différence entre eux et nous. Alors il y a deux manières de y répondre à ça. Il y a une manière qui est assez répandue, et que je trouve pour ma part assez contre-productive, mais ça se discute, qui est celle de mettre en avant telle ou telle proposition, X, Y ou Z, etc. Je vous dis ça parce que, forcément, pour ceux qui ont connu cette période, et moi qui l'étudie, ça rappelle une difficulté qui a été connue déjà dans les années 1970 avec le Parti Socialiste. Et une manière, à mon avis, qui s'est révélée en tout cas inefficace, qui était, alors pourquoi il fallait pas accepter, il fallait une actualisation du programme commun et que la bonne n'était pas bonne? Parce que le nombre de filiales à nationaliser n'était pas suffisant, etc. Bon, alors peut-être que c'était vrai, mais néanmoins, bon, je ne suis pas sûr que ce soit là-dessus qu'on puisse se faire le mieux comprendre, comment dire, sur les distinctions. La différence entre socialistes et communistes, c'est le nombre de filiales nationalisées. Non, ça ne peut pas être ça, vous voyez. D'ailleurs, ça n'a pas été tellement vu positivement comme ça. Et de la même manière, je ne suis pas certain qu'on puisse penser que la différence entre un communiste et quelqu'un de la France insoumise, ce soit telle ou telle augmentation du SMIC de plus 50 €, moins 50 €, je ne sais pas. Ça ne me paraît pas sérieux, en tout cas, si moi j'étais extérieur et au Parti communiste et à la France insoumise, si la différence entre les deux, c'est juste 50 € de SMIC, vu qu'il y en a un qui fait un score assez réduit et l'autre qui fait un score énorme, bon ben tant pis pour les 50 €, moi je vais chez l'autre, hein, parce que c'est là que ça se passe. Bon voilà, c'est l'impression que ça peut donner. Donc moi je ne crois pas à ça. Et pourquoi en plus je suis très serein par rapport à l'AFI?
Parce que j'ai l'impression, je vous le dis, et je le dis vraiment avec j'espère, le moins d'arrogance possible quand même, mais que c'est un peu conjoncturel. Pourquoi je dis ça? Pas en soi, mais c'est parce que leur grand projet, qu'ils appellent maintenant populisme de gauche, et alors attention, hein, n'ayons pas l'impression d'ayant dit ça qu'on a tout répondu en disant ah ben ils disent populiste, bon ben c'est pareil comme Front National. Doucement quand même, sur le raisonnement. Mais donc, en tout cas, dans leur populisme de gauche, quand on les regarde, si on ne prend pas ça pour une insulte, on va lire ce qu'ils proposent. Bon, par exemple, sur la question du communisme, sur la question du dépassement du capitalisme, non, c'est pas leur sujet, hein, et c'est pas moi qui leur fais un procès. Hein. Vous lisez gentiment Jean Talmouf, elle vous explique. Les classes, a priori, ça n'existe pas. Alors le dépassement des antagonismes et des oppositions de classe, alors là, c'est une illusion de la part de Marx. Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Bon, donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, moi, je suis plus serein, parce que je me dis, leur projet, on a beaucoup de choses à faire ensemble, par rapport à ce qu'on a à gagner, on a beaucoup de choses à faire avec eux, c'est l'évidence. C'est l'évidence pour nous, l'évidence pour la plupart des gens autour de nous. On a évidemment beaucoup de choses à faire avec eux, mais on a une sacrée différence, c'est que eux répondent courte vue, si je puis dire, c'est-à-dire aménagement, je sais pas quoi, tout ce qu'on voudra, voilà, populisme de gauche, quoi, c'est-à-dire pas de volonté de prendre à bras-le-corps la question de classe, la question capitaliste, la grande question de la période à mes yeux, qui est la question sur le dépassement et la question du communisme, c'est pas une question qu'ils prennent eux. Ça veut pas dire qu'ils sont cons, ça veut pas dire que ce sont des salauds, ça veut juste dire que c'est un créneau qui est différent d'une autre, qui s'appelle le populisme de gauche. En tout cas, à mes yeux, cette question du communisme, elle est aussi importante parce qu'en plus, elle a ce mérite, comment dire, de permettre de comprendre dans la population ce qui est aussi un élément de différenciation et par ailleurs d'utilité du Parti communiste. Pourquoi il faut un Parti communiste? Parce que le communisme est la question du siècle, c'est tout. Et là, à partir de ce moment-là, le populisme de gauche, ça c'est la question, je sais pas, c'est la question du jour. Voilà. Bon, donc je pense que c'est une question importante. Alors je finis sur la stratégie, puisque c'était aussi dans la grande commande à 5-6 questions. Je finis là-dessus en disant qu'alors en général, un bon congrès raté du Parti communiste, c'est un congrès qui ne parle que officiellement de stratégie, mais en réalité qui ne parle que de tactique. C'est-à-dire, stratégie, vous voyez, c'est le grand plan d'ensemble, tactique, c'est le petit morceau. Bon. Et souvent, on parle, sous le vocable de stratégie, de tactique. Mais pourquoi on parle pas de tactique? Parce que le mot a un côté négatif, un côté, je sais pas quoi. Pas de problème, le tactique, c'est très bien, la tactique. Bon. Bon, alors, sur le plan de la stratégie, il me semble que il faut... Oui, combien de temps il reste que je vois? Il te reste plus que 5 minutes. 5 minutes. 5 Bon. minutes. Mais tu Alors, arriveras à placer une partie de ta marchandise dans le cas des réponses aux questions aussi. oui, tu as raison. Est-ce que j'en dis quelque chose là? Prends un petit bout. Un Allez, petit bout, un vas-y, petit bout. un petit bout. Un petit bout. 2 minutes 14. J'ai fait un débat avec une femme pour laquelle j'ai la plus grande considération et le plus grand respect, qui est Marie-Georges Buffet, il n'y a pas très longtemps, mais qui sera diffusée plus tard sur la chaîne parlementaire dans quelques jours. Et bon, et ça m'a rappelé par exemple des thématiques qui étaient effectivement très présentes quand elle était secrétaire nationale du parti, et qui était, vous savez, cette formule, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, mais forcément, parce qu'on entend ça se répéter parfois un petit peu, qui était, vous savez, l'heure n'est plus au rassemblement autour du Parti communiste, maintenant il faut des rassemblements. Voilà. Et donc, cette formule que je n'avais pas entendue depuis longtemps, Marie-Georges donc l'a réutilisée il n'y a pas très longtemps. Et comment dire, alors évidemment, on est forcément tous d'accord avec cette phrase a priori, mais à mon avis, elle pose un problème de... Enfin, je dis ça, je vous le dis très modestement et tout à fait en étant prêt à ce que vous changez d'avis sur le sujet. Mais elle pose un problème parce que la perspective, l'objectif global, du coup, disparaît parce que, d'accord, je veux bien qu'on ne fasse pas forcément un rassemblement autour de nous, moi, pourquoi pas. Mais par contre, moi, ce que je sais, c'est que l'ensemble de nos actions et de nos activités est guidé par un objectif qui est quand même l'objectif central, qui est la question du communisme. C'est ça qui est l'objectif stratégique. C'est quand même ça. C'est le dépassement du capitalisme. Alors après, voilà, il y a toutes les tactiques de la Terre qui peuvent aller de A à B dans tous les sens. Moi, de ce point de vue-là, j'ai aucun problème, il n'y a aucun souci. On peut s'allier avec qui on veut, moi, je n'ai aucun problème. Mais par contre, il y a une perspective stratégique. Et donc, bon,
qui est celle-ci. Et donc pour moi, on peut faire des rassemblements autour de nous, on peut en faire pas autour de nous, moi je m'en fous complètement. Pour moi ça n'est pas du tout une question centrale. La question centrale pour moi c'est la question stratégique, c'est la question du communisme. Et après on voit en fonction du rapport de force, en fonction des sensibilités, de tout ce qu'on voudra. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans les grandes questions qu'il y a devant nous, eh ben, il y a forcément la question de victoires concrètes, par exemple. Alors, sur des victoires concrètes, ben, il faudra bien rassembler au-delà, mais très très loin. Moi, je vois aller très loin, très loin. Quand on a fait, par exemple, l'appel de Stockholm dans les années 50, on n'a pas juste fait ça plus ce qui tournait autour de nous. Vous voyez, là, les petits copains, non, on a fait très large. Il y avait des hiérarques de l'Église catholique, des protestants, voilà, on fait feu de tout bois, ça n'a aucune importance. Puisque l'importance est sur un contenu déterminé, de rassembler pour l'emporter. Sans semer d'illusions, mais c'est quand même ça. Donc moi, la question stratégique, ou la question tactique plutôt, c'est une question importante qu'il faut prendre avec sérieux dans un contexte donné. Mais moi, je ne lui mettrai pas forcément de dogme définitif, qui serait il faut surtout pas rassembler autour de nous, il faut rassembler autour de nous. Non, c'est pas ça. On fait les rassemblements qui permettent d'avancer dans un contexte donné et toujours en ayant en ligne de mire un objectif stratégique qui est celui qu'on suit. C'est tout. Et après, ça peut donner le Front Populaire ou le non ou l'inverse, si vous voulez. Moi, je n'ai aucun problème parce que le réel bouge vite de ce point de vue-là. Et donc, moi, il me semble que c'est plutôt ça. Et parfois, je vous le dis, comme la perspective était un peu mise de côté, peut-être que la question tactique a pris une place un peu considérable, mais déconnectée parfois un petit peu de cette perspective globale stratégique. Mais bon, tout ça, c'est un peu prétentieux et bref. Alors, je conclus, puisque j'étais très loin, en disant que, bon, il y a évidemment un certain nombre de bouleversements, de tempêtes, vous voyez, ça bouge assez vite, donc il y a des vents qui sont assez actifs dans la période politique, si on regarde la chose au sens politique le plus étroit, vous voyez quand même comme des forces toutes petites sont devenues des forces majoritaires, et déjà Macron, qui était élu il n'y a pas très longtemps de manière extrêmement large, est déjà maintenant atteint un niveau de popularité extrêmement bas, donc les choses vont très vite. Mais je voudrais finir quand même, puisque nous sommes dans une période de difficulté, mais une période de potentialité vraiment très importante, par un vers d'Aragon, puisque vous savez qu'il est né aujourd'hui même, il y a 120 ans, aujourd'hui même, n'est-ce pas? Eh bien, qui dit, un vers que j'aime bien, qui dit « J'écris contre le vent majeur, et n'en déplaise à ceux-là qui ne sont que des voiles gonflées, plus fort souffle ce vent, et plus rouge est la braise. » Voilà. Merci Guillaume. On savait qu'il y avait Guillaume, ce ne serait pas la langue de bois. Et là, vraiment, on n'a pas été déçus. Se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Seppellire su montagna, bella ciao, 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 mi seppellire su montagna, sotto l'ombra di un bel giorno. E le genti passeranno, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel giorno. Questo è il fiore partigiano, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Morto per la libertà. Morto per la libertà. Merci pour l'accueil.